Beaucoup de nouveaux électromobilistes, beaucoup nous écoutent également. Ils nous demandent des conseils à l'aube des vacances et vous avez sonné à la bonne adresse. On va répondre à vos questions, du moins je le pense, avec mes invités en studio aujourd'hui qui sont là parce qu'ils ont des voitures électriques, sont habitués de voyager avec des voitures électriques et ils vont pouvoir répondre à nos questions. On va y aller les femmes d'abord. Marie-Josée Allard, bonjour. Bonjour. Francis Mercier. Salut. Et Frédéric Allard. Salut. Aucun lien entre les deux Allard. Cousin, cousine. Ouais, invente-toi pas des liens de famille que t'as pas. Écoutez, on est à l'aube des vacances, comme je disais, et les gens se préparent. Donc, j'ai des petites questions à vous poser en vrac, plusieurs questions pour lesquelles, là, je pense qu'on va être capable de donner des réponses qui vont aiguiller les nouveaux électromobilistes. Première catégorie, on va parler de planification du voyage. Quelles sont les premières choses à considérer lorsqu'on planifie un voyage en électrique? Y a-t-il des choses différentes qu'il faut avoir en tête quand on se prépare, vu que c'est électrique? Deux choses, je dirais en premier très rapidement. C'est sûr que ça dépend de la longueur du voyage. Et si c'est un grand voyage, il faut penser à acheter un véhicule qui a une recharge relativement rapide avec une bonne autonomie. Ça, c'est si on prévoit souvent faire des longs voyages. Deuxièmement, les bonnes applications. Avoir les bonnes applications. On va y revenir tantôt aux applications, ça fait partie de la question. Avez-vous des choses à ajouter? Ou moi, j'aurais tendance à dire aussi, si, mettons, vous faites des longs voyages, comme Frédéric dit, peut-être de planifier aussi les arrêts restaurants avec les recharges. Ça pourrait être une super bonne idée à faire pour combiner les deux en même temps. Donc, planification qui inclut des arrêts où on n'attend pas après l'auto, on est en train de manger. Fait exact. Que, le temps de recharge est moins long. Est-ce qu'un itinérant en véhicule électrique demande une préparation plus grande qu'avec une voiture à essence? Parce qu'avec une voiture à essence, on fait quand même un certain nombre de planifications, mais on planifie pas nécessairement les arrêts de mettre de l'essence, on les attrape là où ça passe. Allez-vous jusqu'à planifier là où vous allez arrêter pour vous charger avant de partir ou ça s'improvise un peu le long de la route? Je pense que ça demande un petit peu plus de planification. Des stations d'essence, on en croise pas mal plus que des stations de bornes de recharge encore aujourd'hui. Donc, ça serait vraiment de planifier le trajet en fonction de où est-ce que sont les bornes de recharge. Puis ça va nous indiquer quels arrêts on doit faire. Donc, oui, peut-être un peu plus de planification, mais quand ça fait plus qu'une fois qu'on voyage en véhicule électrique, ça devient plus facile puis ça prend de moins en moins de temps planifié. Et ça inquiète un peu moins. On est moins stressé. Exactement. Fred t'a parlé d'applications tantôt. C'est des applications qui servent justement à identifier où sont les bornes puis où est-ce qu'on va arrêter. Quelle application tu suggères d'avoir avant de partir? Évidemment, celle qu'on connaît toutes, A Better Route Planner. Ça, c'est universel. Ça englobe tous les réseaux, tout combiné, toutes les prises, y compris ceux de Tesla. On peut sélectionner, on peut filtrer. C'est très, très facile d'utilisation. Puis en même temps, on peut planifier combien qu'on veut de pourcentage restant au retour et tout. C'est vraiment une application complète. Celui-là, et aussi, je suggère aussi un peu PlugShare qui permet aussi d'aller chercher les bornes à domicile ou les bornes quand on arrête plus longtemps à un endroit où ce que les gens partagent leurs bornes, mais c'est plus secondaire. OK. Moi, j'ajouterais, Martin, peut-être, si, admettons, on veut faire des applications aux États-Unis, peut-être de vérifier. Il y a des applications comme, admettons, Electrify America qui ont des services, qui offrent aussi des abonnements, dans le fond, soit à 7, 8, 9 $ qui vont te faire économiser sur ton trajet. Je pense que ça vaut la peine de regarder ces applications. Donc, en fonction de où on va, par exemple, aux États-Unis, ça pourrait être avantageux de se préabonner avant de partir. Définitivement. Souvent, ces applications-là se désabonnent facilement. C'est ça. Dans le fond, il y a deux sortes d'applications. L'application de planification de voyage, puis les applications des différents réseaux qu'on peut avoir pour pouvoir se charger facilement en se préparant d'avance, en s'abonnant d'avance et en ayant mis un petit peu d'argent sur chacune des réseaux tout en planifiant notre voyage. Malgré le fait qu'on a des applications comme ça, est-ce que c'est possible qu'on arrive à une place puis les bornes sont brisées, le terrain est pas... Donc, est-ce qu'il faut prévoir un plan B pour chacune des places où on prévoit arrêter? Pas nécessairement pour chacune des places. C'est peut-être surtout pour les longs voyages dans des endroits qu'on n'est jamais allé. Là, je parle pour moi puis pour Francis. Nous, on planifie toujours une deuxième borne au cas où que notre premier choix fonctionne pas. Puis généralement, combien de fois, mettons, là, en pourcentage, vous avez besoin d'aller sur le plan B si tu... Très rare. On est allé sur le plan B, pas parce que les bornes fonctionnaient pas, parce que finalement, on a décidé de se rendre un petit peu plus loin, puis on est allé à notre borne. C'est pas par numéro B. nécessité, c'est Non. par choix. Je te dirais, Martin, peut-être une fois, c'est arrivé qu'il a fallu changer notre plan parce que la borne était non fonctionnelle. Et en plus, l'application nous disait, on n'avait juste pas regardé, l'application nous disait que la borne était non fonctionnelle et nous, on est allé quand même très ordinaire de notre part. Fait que c'est un bon cue, ça, de regarder dans les applications avant de se rendre, parce que souvent, de l'information pertinente s'y retrouve. Hein. Dans mon cas, moi, c'est tout simplement arrivé une seule fois. Puis c'était en 2017, quand il y avait moins de bornes. Alors aujourd'hui, ça m'est plus jamais arrivé de
d'avoir ce problème-là. Mais à l'époque, j'avais comme pas eu le choix. Là. Puis maintenant, quand les bornes sont non fonctionnelles, c'est facile de communiquer avec circuit électrique. Par exemple, moi, il y avait une borne non fonctionnelle, j'ai communiqué avec eux, puis ils m'ont tout de suite répondu qu'ils envoyaient quelqu'un pour procéder à la réparation. Justement, je veux qu'on parle maintenant du segment recharge sur la route, de focusser là-dessus. C'est quoi le niveau de disponibilité des bornes rapides sur les grands axes routiers au Québec, aux États-Unis? Est-ce qu'on c'est bien garni? Est-ce que c'est égal partout? Est-ce qu'on doit faire attention à certaines régions parce qu'il y en a moins? Ça ressemble à quoi? C'est assez rempli. J'avais fait les statistiques lorsque j'avais passé à l'émission d'Antoine Joubert. On en avait parlé justement de l'évolution des quantités de bornes disponibles au Québec. Là, je parle pas des États-Unis, là, je parle du Québec. Et puis, nous autres, on avait suivi le prorata justement du nombre de voitures où même le nombre de bornes par rapport au nombre de voitures était vraiment très, très proche. Là. Il n'y avait pas un grand écart. On a eu, grâce au circuit électrique justement d'Hydro-Québec puis au réseau de Tesla, ça a été très rapide. On a vraiment suivi le ratio, le prorata. Puis aux États-Unis, c'est-tu égal? C'est la même chose si on va aux États-Unis? On entend toutes sortes de choses. Ah, ben nous, on a des voitures non Tesla. Fait que, effectivement, on entend plein de choses. Mais moi, je veux rassurer les gens. On a fait la Floride l'année passée. On est revenu même par Nashville et on a eu aucun problème de borne. Comme je disais, là, on avait les applications pour, on avait fait notre trajet justement avec A Better Route Planner. Et il faut pas oublier, la voiture va aussi te dire où arrêter. Là. Et ça, là, de plus en plus, les voitures, là, leurs systèmes sont intégrés et pas juste Tesla. Là. Je pense que c'était vraiment un superbe trajet. Là. Puis si on parle de fiabilité des réseaux, on sait que, comme dans toute chose, d'une compagnie à l'autre, des fois, c'est plus cher, plus fiable, moins fiable. Est-ce qu'on considère que globalement, c'est fiable ou c'est... Ça a énormément évolué, vraiment beaucoup. Parce que les gens qui s'inquiètent parce qu'ils ont entendu des choses du passé, comme en 2017, c'est vrai que quand j'ai fait mon grand voyage aux États-Unis, c'était surtout des bornes Tesla que je prenais, mais ça m'est arrivé à prendre des bornes de d'autres réseaux, puis ça arrivait qu'il y en a une sur deux qui fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Là. C'est très, très rare. Les réseaux sont relativement bien entretenus, puis sur les applications, souvent, ils nous le disent d'avance si ça fonctionne, ce qui est un gros outil pour vous aider. Vous avez même expérience, même opinion sur le sujet? Oh oui, globalement, les bornes fonctionnent très bien. C'est des bonnes compagnies qui s'en occupent. Ouais. Ah, puis s'il y a des gens qui regardent les vidéos qu'on a faites là, sur le petit couple électrique, là, dans le fond, là, il y a eu une vidéo, entre autres, qu'on est allé à Burlington, qu'on avait un peu magané, justement, comme Frédéric dit, mais on parle de 2022, si je me rappelle bien, puis on avait essayé des bornes autres que les grosses bornes connues. Oui, vous aviez volontairement essayé des affaires douteuses. Comme le petit restaurant miteux dans le coin, on va aller manger là, faut pas être surpris. Exact. C'est pas ça fait terrible. déjà 3 ans, puis les installations de bornes puis les entretiens sont exponentiels dans le temps. Je veux dire, c'est toujours de mieux en mieux, il y en a de plus en plus, puis ils s'en occupent vraiment. Il y a un entretien qui est vraiment bien. Puis si vous envoyez une qui est en panne, prenez le téléphone dessus puis téléphonez pour le dire. Ça va aider le réseau à aller faire l'entretien. Dernière question sur la recharge sur la route. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des adaptateurs? Par exemple, si on a une voiture qui a un port CCS, est-ce qu'on doit avoir un adaptateur pour se brancher avec un connecteur comme ceux qu'il y a sur les Tesla, là, les NACS? Ou à l'inverse, si on a une Tesla, est-ce que c'est nécessaire? Donc, est-ce qu'on doit se traîner un adaptateur pour l'autre standard ou c'est tellement répandu dans les deux versions qu'on n'a pas besoin? Mais je pense que c'est répandu, mais je pense qu'il faut regarder aussi si votre voiture, ça vaut la peine de prendre l'adaptateur ou quoi que ce soit. Si je prends l'exemple de la voiture de Marie-Josée qui a une Bolt EUV 2023, si elle prend l'adaptateur qui est le NACS qui s'en va sur les bornes de recharge Tesla, est-ce qu'elle va vraiment bénéficier, mettons, de la recharge, de la rapidité? La réponse est non. Mais est-ce qu'elle va avoir un plus grand, vaste choix de bornes? Possiblement, la réponse est oui. Je pense qu'il faut faire ses devoirs un petit peu avant. Mais nous, on a toujours privilégié d'avoir les connecteurs parce qu'on se dit, s'il arrive quelque chose, on l'a. Et souvent, ça va être disponible pour la prochaine voiture que vous allez avoir. Puis si vous en avez plus de besoin, ben, ça se revend aussi dans le pire des cas. C'est un excellent plan B. Oui, exactement. C'est ce que je m'en allais dire. Ça dépend aussi quel type de voyageur on fait, quel type de voyageur on est. Si on est plus prévoyant, moins prévoyant, plus stressé, moins stressé sur la route, ça dépend de chaque personne. OK. Maintenant, je veux qu'on parle de temps et d'autonomie. Ma première question, c'est combien de temps faut quelqu'un qui a jamais voyagé avec une voiture électrique, là, on prévoit des arrêts de combien de temps? On se doute bien, puis l'application peut nous dire faut que tu arrêtes 2 fois de charger, mais on va t'arrêter 15 minutes, 20 minutes, 1 heure? Combien de temps on arrête? Ça va dépendre du modèle de véhicule que la personne a. Comme si on part en voyage, moi, avec ma Bolt, c'est sûr que les temps d'arrêt vont être plus longs que si on prend le véhicule de Francis qui recharge beaucoup plus rapidement que le mien. OK. Donc, en fonction de notre véhicule, puis les applications dont vous parliez tantôt qui nous planifient nos arrêts, puis là où il y a des bornes, est-ce qu'elles tiennent compte
justement de ce facteur-là, c'est quoi de mon véhicule, puis combien de temps je vais arrêter? Tout à fait. C'est comme la Tesla, c'est intégré dans le véhicule, puis ça ressemble, Tesla puis à Better Route Planner, c'est très, très similaire, puis c'est très fiable. Quand ils disent d'arrêter à un endroit 10 minutes pour continuer, si vous suivez les instructions, puis que vous ne le roulez pas en fou, là, ça va être très fiable. Vous allez arriver beaucoup plus vite que si vous dites « Ah, je vais recharger à 100%, puis après ça, je vais repartir. » Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment aller abaisser notre autonomie vers le 15 à 10% pour pouvoir avoir le maximum de recharge. Parce que la rapidité de recharge, c'est toujours se situe entre 20 et 60%. Après ça, ça ralentit. Donc, on va essayer d'optimiser notre recharge toujours dans ce créneau-là. Puis vu qu'il y a beaucoup de bornes sur la route, on peut le faire sans s'inquiéter. Puis étant donné que c'est l'été, donc, il y a des possibilités qu'on climatise. Le fait d'utiliser de la climatisation, est-ce que ça va affecter grandement notre autonomie? J'ai le goût de répondre à celle-là parce que moi, dans ma voiture, je tiens ça à 18 degrés l'été, pauvre Marie-Josée, mais c'est vraiment vrai. Est-ce qu'on perd de l'autonomie? Probablement, mais est-ce que c'est 4-5 km sur une autonomie de 500 km au total? Ça paraît presque pas. Ça paraît pas, là. Okay. Ça, c'est des mythes de 2017-2016, justement. C'est comme les véhicules à essence quand ils ouvrent leurs fenêtres puis qu'ils ferment la climatisée. Ça va tirer plus d'avoir les fenêtres ouvertes, comme ça va tirer plus d'avoir la climatisée allumée. Le mieux, c'est de laisser les fenêtres fermées puis de pas utiliser la climatisée. Mais ça, ça arrivera pas dans mon cas, moi, en tout cas. Il va faire chaud dans l'auto. Ah oui. Un peu, oui. On va maintenant parler de quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Évidemment, on parle d'argent, les coûts. C'est quoi le coût approximatif ou le ratio, peut-être, là, pour donner un ordre de grandeur, des coûts que ça va nous coûter faire un voyage avec une voiture électrique versus une voiture à essence? Peu importe où on va, ça va-tu nous coûter le même prix, 30% de moins, 50% de plus? Ça va ressembler à quoi? Ben écoute, si on fait un peu le lien qu'on a fait avec la Floride, on l'a fait nous avec un F-150 Lightning. Nous, on a documenté à la lettre, Marie-Josée a vraiment documenté sur le Facebook à la lettre chacun des dépenses qu'on a fait au niveau de la recharge. Et on a eu énormément de commentaires parce que je pense qu'en bout de ligne, on avait une économie de 80 $ sur toute la recharge. Si on comparait un F-150 essence, dans le fond thermique, à mon F-150 Lightning à l'époque. Fait que je pense que on le dit souvent, nous en tout cas, c'est la recharge quand on veut économiser, c'est à la maison. Si on recharge à la maison, c'est là qu'on sauve. Sur la route, je pense qu'on économise un petit peu moins, mais ça, c'est mon opinion à moi. Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais dire, par exemple, un montant total en essence versus un montant total en électrique? Exact, c'est ça. Tu voyais juste 80 $ de différence sur un voyage en Floride? Avec le Lightning, c'était à peu près 80 $. Et la Bolt? On n'a pas calculé avec la Bolt, mais avec le Lightning, ce qu'on a pris, c'est on a pris vraiment les données du constructeur du F-150 thermique. Donc, vraiment, ce que eux disent sur Internet. Et qui est le souvent meilleur des mondes. Ouais, c'est ce qui est souvent bon. Ouais. Mais on voulait pas se faire lancer des roches non plus. Fait qu'on a pris vraiment ce que le constructeur c'est pas mal disait. ce qu'on entend, hein, c'est qu'en grand déplacement sur des bornes rapides, il y a une petite économie, mais c'est pas là que l'économie, c'est le 90% du temps. Autre dans l'année où tu charges à la maison, exact. C'est là que tu fais des grilles. À moins d'avoir les chargeurs gratuits à vie, comme dans mon cas. Donc, moi, mon calcul était simple. Ouais, ça, c'est vrai. Je l'ai payé dans le prix de l'auto. Oui. Est-ce qu'il y a des frais, on parle toujours d'argent, est-ce qu'il y a des frais surprises à prévoir sur certaines bornes, que ce soit ici au Québec, au Canada ou aux États-Unis? C'est tout pareil tout le temps ou il y a des petites surprises? Il y a des surprises, oui. Il y a des surprises aux États-Unis. Une marque... Même au on Québec. a dit tantôt, là, pas une marque, pas de manière connue. On a eu un frais d'activation sur notre carte de crédit qui a été retiré environ une semaine et demie plus tard. C'est environ 50 $ américains. Un peu comme quand on met de l'essence, des fois, ça vient geler un montant. Ouais, ça, c'est pas trop pire. Au moins, ça nous aurait rien coûté. Là, c'est ça. au final. Mais le vrai coût, par exemple, c'est comme, par exemple, si on va dans un centre d'achat ou un endroit où des fois, il faut payer le stationnement pour y aller, ou il faut stationner sur la borne de rue, qu'il faut payer le stationnement, sinon, il faut payer et le recharge et le stationnement, sinon on va avoir une contravention. Alors oui, ça arrive qu'il y a des endroits où ils sont restreints et qu'il faut payer l'accès pour pouvoir ensuite aller recharger. Puis je pense qu'il y a peut-être un frais aussi, puis je vais regarder beaucoup Frédéric là-dessus, mais sur certaines voitures, entre autres sur ma voiture, je peux recharger directement avec mon véhicule sur n'importe quelle borne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des frais comme d'itinérance qui semblent appeler dans le fond, parce que j'utilise comme, c'est pas, tu sais, je suis sur circuit électrique, mais je passe par mon Kia dans le fond. Fait que il semble avoir un petit frais. C'est pas grand-chose, mais il faut le calculer. C'est pas énorme, mais tu sais, on parle de frais. Fait que je voulais le souligner. Là. Non, c'est bon. Ça doit avoir, mais je me suis jamais vraiment rendu compte. Les rares fois que j'ai branché sur les autres bornes, j'ai pas remarqué, non. Okay. On va parler rapidement de l'expérience du voyage en électrique et j'ai une première question qui me vient en tête, c'est est-ce que les véhicules électriques sont adaptés pour des longs trajets avec des
des bagages, des remorques, des trucs comme ça. Donc, on entend souvent que c'est pas fait pour remorquer ou si on met un porte-bagages sur le toit, ça va affecter grandement l'autonomie. Est-ce que vous avez eu des expériences dans ce sens-là? Avec la Tesla, quand on avait un support à vélo à l'arrière. Puis oui, ça consommait un petit peu plus quand on tirait nos 2 vélos. Mais c'est pas mal la seule chose qu'on a tiré en arrière. Ouais, avec le F-150, on a tiré une roulotte, là, évidemment. Là, vous serez pas surpris que aussitôt qu'on a branché la roulotte, on perdait 50% d'autonomie. Mais je pense que peut-être un porte-bagages sur le toit, ça pourrait peut-être avoir un petit impact. Mais je suis pas sûr qu'on va perdre un 5-10%. Là. J'y croirais pas. Moi, personnellement, je dirais que non. Là. Il y a une autre question qui me vient en tête. Est-ce qu'on peut dormir dans une voiture électrique dans un long trajet? Est-ce que s'il fait froid, s'il fait chaud, y a-t-il moyen de faire fonctionner la climatisation, le chauffage sans danger pour notre santé ou pour le véhicule, Fred? Je pense qu'il n'y a pas de danger de respirer de CO2. Là. Ça va bien aller là-dessus. Mais en général, non, il n'y a pas de problème. Souvent, dans mon cas, vu que je payais pas évidemment pour les charges, quand je me connectais, on dormait dans l'auto puis on sauvait des hôtels quand on se rendait en Californie, donc on pouvait recharger, aller se parker un peu plus loin, puis après ça on dormait avec l'air climatisé, en mode chien si on peut dire, ou en mode climatisation, super confortable qu'il fasse chaud ou froid dehors. Puis le matin on se relevait, on mettait une charge de pointe pendant qu'on prenait la douche dans un restaria, ce que je suggère justement à tous nos auditeurs là, qui voyagent comme ça. Les places de truckers, c'est parfait. Il y a des bornes souvent. On va là, puis le matin, on va dans les places. Ça coûte 10-15$ US. On a la douche, on a tout l'endroit comme ça. Ça facilite le voyage en même temps. Ça recharge d'appoint, puis on peut dormir dans l'auto, sauver un hôtel. Fait que ça revient à 15$ au lieu de 100-150$. Oui, c'est sûr. Ça monte vite, les hôtels. Là. C'est plus donné, surtout dans certains coins des États-Unis. Ça dépend de la grandeur de la voiture que vous avez si vous voulez dormir dedans. C'est la grandeur de la personne. C'est la grandeur c'est ça, la grandeur de la personne. La Fiat 500, je pense qu'on dormirait pas dedans. Non, ça dépend. Peut-être moi. On va maintenant terminer avec un segment sur des trucs et des conseils et ou erreurs à éviter. Ma première question, c'est quelle erreur les nouveaux conducteurs de véhicules électriques font-ils souvent lors de leur premier voyage? Tu sais, tu dis c'est l'erreur typique là, du débutant. Là. T'entends? De pas se planifier. Ils s'achètent un nouveau char, ils font la vie tous les jours, tout va bien. Et puis, souvent, c'est ceux qui avaient acheté, mettons, des hybrides branchables, comme des Bolt, tout ça, qui viennent travailler tous les jours, qui sont contents. Puis un Bolt, c'est pas une hybride branchable, en passant. Une Volt, tu veux dire. La Volt. La Volt, oui. J'ai dit la Volt, oui, c'est ça. Puis quand ils se promènent comme ça, puis qu'ils vont, mettons, un petit voyage à Québec, tout ça, ou qu'ils aillent en Floride, ils sont habitués de passer sur l'essence, puis ça paraît pas. Puis, là, ils sont prêts au 100% électrique, mais le premier voyage, souvent, ils y pensent pas. Puis là, ils partent, puis ils ont pas planifié, puis là, souvent, ils reviennent en étant très déçus, mais parce qu'ils n'ont pas pris la peine de parler à des gens qui en ont, puis de prendre le temps de se planifier et de bien prévoir son voyage pour être dans l'agrément. Oui, c'est exactement ce que je m'en allais dire. C'est de ne pas hésiter à aller demander de l'information aux gens qui se connaissent en véhicule électrique, aux gens qui ont déjà voyagé. C'est souvent la plus grosse erreur qui est faite. Les gens vont plus se fier aux préjugés qu'ils entendent versus aux vérités que les conducteurs de voitures électriques pourraient leur dire. Oui, c'est ça. Et souvent, il y a des trucs, puis vous l'avez dit tantôt, je pense que c'est toi, Fred, tu disais, j'ai vécu ça, mais en 2017, je sais pas, maintenant, ça a bien changé. Les gens ont souvent en tête des trucs qui étaient peut-être vrais en 2014, pas en 2017, mais qui sont plus vrais aujourd'hui. Exact. Alors, quelqu'un qui s'achète une voiture électrique neuve en 2025, cette voiture-là n'est pas la même qu'en 2014. Le réseau de recharge n'est pas le même qu'en 2014. Donc, la réalité est complètement différente. En d'autres mots, je dirais aux nouveaux auditeurs, écoutez, ce que vous avez entendu, revenez-en. Là, on roule plus l'hiver avec les fenêtres baissées puis la tuque avec une Nissan Leaf avec 100 km d'autonomie. C'est fini, ça. Essayez d'en revenir. Merci. Exact. Mais tu sais, Frédéric, on pourrait même rajouter, par exemple, aller essayer une borne de recharge de niveau 3 avant de partir. On a vu plusieurs nous arrêter là, puis arriver là, avec le visage en disant « je sais pas quoi faire ». Je l'ai jamais... Parce que les jeunes, dans la vie de tous les jours, on le dit souvent, c'est une beauté de la voiture électrique, c'est que tu n'auras jamais besoin de l'utiliser dans la très grande majorité des cas. Tu te changes à la maison, tu pars le matin, tu es plein. Fait que tu n'as jamais besoin au quotidien, tu peux rouler. Il y a des gens, ça fait 1 an qu'ils ont leur auto, ils n'ont jamais arrêté une borne publique, ils n'en ont pas eu de besoin. Ils l'ont pas testé. Puis là, ils l'ont pas testé, puis ils partent en voyage en Virginie, puis c'est la première fois qu'ils ont à se charger sur une borne rapide, puis là, fait que c'est un peu le manque. C'est ça. Des fois, le constructeur aussi, il le dit pas. Il y a peut-être un rappel ou une petite mise à jour sur la borne qui a besoin d'être faite. J'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'il y a des endroits ou des trajets déconseillés pour les véhicules électriques, là? Donc, il y a moins de couverture de bornes, les routes sont plus isolées. C'est pas. Mettons que c'est ton premier voyage. Tu dirais à quelqu'un là, qui vient d'acheter son auto sur son premier voyage, commence peut-être pas par là.
Je lisais récemment quelqu'un justement qui voulait se diriger vers Fermont en voiture électrique, puis les gens lui conseillaient pas justement parce que les bornes se rendent pas encore tout à fait vers cette destination-là où c'est plus difficile du moins s'y rendre. Donc peut-être cette région-là du nord du Québec est encore un peu plus difficile d'accès, exactement. Peut-être en été avec un équinoxe. Peut-être. Mais sinon, non, ce serait mieux d'attendre un petit peu. Moi, j'aurais envie de te dire, nous, on est allé jusqu'à Kegaska, c'est le bout de la 138, dans le fond, pour les gens là, sur la côte nord. Je dis pas que c'est pas facile, c'est pas ça, c'est juste qu'à un moment donné, quand tu arrives, là, je dirais là, à moitié chemin, là, les bornes commencent à être un petit peu moins présentes, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. C'est juste que des fois, on a été obligé d'utiliser des bornes de niveau 2. Mais quand même, Kegaska, là, on parle de quand même très, très loin. Vous irez voir sur Google Maps, là, on parle de plusieurs centaines de kilomètres. Là. Puis, si on sort un peu des frontières du Québec, donc vers l'ouest, l'Ontario, puis l'ouest canadien et ou les États-Unis, est-ce qu'il y a des régions un petit peu plus difficiles que d'autres? Ben moi, j'ai envie de dire, on s'en va, cet été, on part à Banff avec une Kia EV6 2025. Fait qu'on va faire 4500 km aller, 4500 km retour. Et on s'est rendu compte que nous, on veut le faire entièrement par le Canada pour des raisons, là, cette année, on veut pas aller aux États-Unis. Et on s'est rendu compte là, que les Grands Lacs de l'Ontario, c'est un petit peu plus difficile. Mais l'ouest, la partie ouest de l'Ontario est moins bien desservie. Exactement. Mais tu sais, c'est pas encore là, on va se rendre. Là, c'est pas un enjeu, sauf qu'on va peut-être être obligé d'utiliser des recharges à 90%, ce que nous on déteste faire, parce que c'est beaucoup plus lent, et deuxièmement, c'est beaucoup. Ça demande juste un peu de planification. C'est ça. Mais c'est fait. On aime bien ça, hein, silence son rôle terminé sur du positif. Oui. Ben oui. Donc, on vient de parler peut-être des destinations à éviter. Y en a-tu des destinations, là, le fun, facile? C'est mon premier voyage en électrique, puis là, je vous demande où je devrais aller. Je suis ouvert à tout. Suggérez-moi des affaires où j'aurai pas de trouble dû au fait que je roule électrique. Là. Moi, je pense que toutes les destinations peuvent être intéressantes. Il suffit juste d'essayer peut-être un plus court voyage avant de se lancer dans un plus long voyage, justement pour tester les bornes, tester tout ça. Mais moi, je pense que des destinations plates, ça n'existe pas. L'expérience, c'est ça, de prendre un petit peu d'expérience, de faire un petit voyage à Québec, un petit voyage, je sais pas moi, à Bécomo, mais pas trop loin, puis on revient, puis Matane. Mais pour les grands voyages, aller aux îles de la Madeleine, déjà, il faut réserver le bateau. Mais ça peut être intéressant, pareil. Mais côté couverture de borne, tu sais, ça sera pas un enjeu me recharger au Québec en général. Si on évite le nord, là, comme vous avez dit, le Fermont, là, mais si on reste dans les régions peuplées, là, densément peuplées du Québec, il n'y a pas d'enjeu. On peut aller n'importe où, il y a de la borne. Il y avait une place, mais je sais pas si ça a été réglé, mais proche de la frontière des États-Unis, là, entre Montréal puis le Maine, là, complètement dans l'Est. Là. Je sais qu'à un moment donné, pas loin de Sherbrooke, en dessous, il y avait des trous là, qui manquaient. On a rajouté beaucoup dernièrement là, quand on l'a fait. Là. C'était un enjeu, peut-être 1 an ou 2, puis je pense qu'il y a eu des bornes de rajouter. Là. Fait que ça se fait assez bien. Sinon, dans le Québec, ça se fait pas mal les yeux fermés, je dirais. Ouais, puis tu sais, tantôt, j'ai parlé un peu de l'Ontario, mais je veux pas que ça soit négatif. Tu sais, Toronto, on est allé quelques fois, ça se fait super bien. Il y a plein d'endroits à visiter au Québec. Là. La couverture, elle est super bonne. Trois-Rivières, on le sait, le se rendre là, c'est super facile. On a fait un peu du Nouveau-Brunswick, là, qui est hors province, là, que ça s'est bien fait aussi. Ouais. Je pense que quand on sort du Québec, en fait, souvent, il y a des bornes, il y a quand même pas mal de bornes. La différence, je dirais, c'est qu'il y a souvent des sites avec 1 ou 2 bornes. Ouais. Donc, c'est moins dense à chacun des sites, ce qui fait que, dans des périodes touristiques, on peut se ramasser qu'il y a déjà quelqu'un en train de charger, il faut attendre qu'il finisse. Ou on peut parler de l'étape, effectivement. L'étape, c'est moins un problème. Là. Il y en a des nouvelles. Ouais, c'est ça, mais il y a des régions, on parlait du Nouveau-Brunswick tantôt, il y a des sites où il y a 1 ou 2 bornes, si elles sont en utilisation ou la borne est brisée, là, il faut prévoir se charger avant ou se charger après. On vit un peu moins ça au Québec parce il y a plus de sites, puis sur les sites, il y a souvent plusieurs bornes, donc on est moins... faut porter une attention particulière, comme par exemple si on veut monter à Matagami ou monter à Val-d'Or, dans le parc, comme tu dis, là, il faut vérifier là, pour être sûr que toutes les bornes sont fonctionnelles puis qu'on a assez d'autonomie pour les traverser. Ouais, je pense que c'est un bon conseil tantôt, ce qu'on parlait, on disait, dans les applications, on voit l'état des bornes, on voit si elles sont fonctionnelles. Il y a toujours là, une couleur qui indique qu'elle est disponible ou elle est en utilisation. Dans un cas comme dans l'autre, c'est signe qu'elle doit fonctionner. Là. Puis il y a une autre couleur qui indique qu'elle soit hors service ou en perte de communication. Ça, c'est un indice qu'il peut-être regarder si on est pour partir. L'application du circuit électrique, il faut que vous l'ayez dans votre téléphone, c'est un must. L'application de A Better Route Planner, puis évidemment PlugShare qui peut aider. Electrify Canada, Electrify America, EVgo, Charge Hub, ChargePoint.
Et voilà, c'est pas mal, on a fait le tour avec ça. Ah, ben, dans Route Planner, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des bornes, si, mettons, ça arrive souvent qu'elles sont défectueuses, ils vont mettre une notification en disant, cette borne-là, elle est fonctionnelle, mais a beaucoup de notifications négatives. Fait que quand tu le sais, mais tu dis, OK, parfait, je vais replanifier mon trajet correctement. Moi, aussitôt que j'ai fait le trajet pour Banff, il me disait, cette borne-là, je te la recommande pas. Elle est rapide, mais je te la recommande pas. Fait que là, on a dit, ben, nous, on a assez de trajet pour dire, on va excéder si, admettons, il y a quelque chose, mais on va quand même arrêter à cette borne-là au cas où qu'elle fonctionne. Ben, un petit truc, nous, ce qu'on fait toujours avant de repartir vers l'autre borne de recharge, on regarde toujours si elle est fonctionnelle avant de partir. Puis si elle n'est pas fonctionnelle, ben, on réajuste notre trajet en fonction où on se trouve une nouvelle borne. Ben, je pense qu'on a quand même fait le tour. Donc, Fred Allard, Marie-Josée Allard et Francis Mercier, merci beaucoup d'avoir partagé votre riche expérience. Hein. Merci à toi. C'est plaisir. bien gentil. Merci. Puis à vous tous, les auditeurs qui vous apprêtez à partir en vacances, j'espère que ça vous aura rassuré sur le fait que c'est pas compliqué, c'est beaucoup plus facile que ce l'était. Puis je vous invite à passer des belles vacances en électrique, puis de nous écrire, nous donner des feedbacks, comment ça a été, quelle a été votre expérience, puis si vous avez eu, on l'espère pas, mais si jamais il y a des trucs que vous avez eu de la difficulté, soulevez-le, écrivez-nous, dites-nous-le, puis on pourra peut-être revenir sur ces points-là puis donner plus d'informations. Si je peux donner une suggestion aux gens, c'est justement, on peut louer une voiture électrique pour un voyage avec Turo ou d'autres compagnies pour essayer de faire l'expérience en voyage. On planifie son voyage, on en loue une, on voit comment ça marche, puis si on aime ça, là au moins on peut prendre le temps de magasiner sa voiture électrique. Excellent point. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Un plaisir.